23 décembre 1944, 11h45, poste d'observation allemand, colline de Senonchamp, Belgique. Les jumelles tremblaient légèrement, tandis qu'un observateur allemand de la 26e Volksgrenadier Division les pressait contre ses yeux, témoin de quelque chose qui transformerait à jamais sa compréhension de la guerre. Vers midi, le 23 décembre, le temps permit le premier parachutage de ravitaillement effectué par 241 appareils C-47. Mon Dieu, le ciel, il en est plein. Des centaines et des centaines. Cela ne peut pas arriver. À travers son périscope, il regarda les avions de transport emplir le ciel belge comme des oiseaux migrateurs. Pas la douzaine ou la vingtaine d'appareils que des défenseurs désespérés pourraient rassembler, mais une armada larguant des fournitures à la 101e division aéroportée encerclée. Jusqu'au 23 décembre, le temps avait empêché tout ravitaillement. Mais maintenant, les Américains démontraient un niveau de supériorité aérienne qui rendait les plus grandes victoires de la Wehrmacht semblables à un lointain souvenir. Les soldats de la 26e Volksgrenadier Division du général-major Heinz Kokott regardaient depuis leur position de siège, tandis que des parachutes colorés fleurissaient dans le ciel hivernal. Rouge pour les munitions, bleu pour le matériel médical, jaune pour la nourriture, blanc pour les fournitures diverses. Toute la Luftwaffe n'aurait pu monter une opération de cette échelle. Elle n'en avait plus été capable depuis le désastre de Stalingrad 2 ans plus tôt. Pourtant, ici, au-dessus d'une petite ville belge, les Américains affichaient casualement une puissance aérienne qui dépassait tout ce que le Troisième Reich avait accompli, même au sommet de sa puissance. Les mathématiques de la défaite s'écrivaient non pas dans des manœuvres tactiques ou des derniers stands courageux, mais dans la simple et écrasante démonstration de la suprématie logistique américaine qui transformerait des vétérans endurcis de la Wehrmacht en témoins de l'effondrement inévitable de leur propre empire. La tempête se prépare. L'offensive avait commencé avec une confiance suprême 7 jours plus tôt. Le 16 décembre 1944 à 5h30, les Allemands débutèrent l'assaut avec un barrage d'artillerie massif de 90 minutes, utilisant 1600 pièces d'artillerie sur un front de 130 km. L'opération Wacht am Rhein, garde sur le Rhin, la dernière tentative désespérée d'Hitler pour diviser les armées alliées et reprendre le port vital d'Anvers, avait initialement dépassé toutes les attentes. Général-major Heinz Kokott, 26e Volksgrenadier Division. Durant les heures du soir du 15 décembre, les derniers mouvements de troupes eurent lieu. Il faisait froid et sombre. Les chemins étroits de l'Eiffel, certains recouverts de glace, étaient densément encombrés de troupes et de véhicules qui avançaient vers leur position de départ et leur position de tir. On avait dit aux soldats que c'était le moment du destin de l'Allemagne. Le Führer lui-même avait planifié cette offensive, leur promettant que les Américains, faibles et décadents, s'effondreraient devant la détermination allemande. Leur ligne dans les Ardennes était tenue par des troupes inexpérimentées et des divisions épuisées, envoyées là pour se reposer. La Wehrmacht les transpercerait comme au glorieux jour de 1940, quand les armées allemandes avaient conquis la France en 6 semaines. Parmi les forces attaquantes se trouvait la 26e Volksgrenadier Division, une unité reconstruite après avoir été détruite sur le front de l'Est. La division du Oberst Heinz Kokott était une formation creuse conservant quelques vétérans des fronts russes et normands, mais surtout des remplaçants de la Luftwaffe et de la marine. Malgré leur composition mixte, le moral était élevé. On leur avait promis de nouvelles armes, des fournitures adéquates et l'élément de surprise totale. Le succès initial semblait valider chaque promesse. La première impression américaine fut qu'il s'agissait de la contre-attaque localisée anticipée. La Wehrmacht avait obtenu une surprise tactique complète. Les positions américaines s'effondrèrent sous le poids de l'assaut. Des unités entières se rendirent ou fuirent vers l'ouest dans la panique. Les routes vers Anvers semblaient ouvertes. La course vers Bastogne. Au 18 décembre, les forces allemandes fonçaient vers leurs objectifs avec une vitesse stupéfiante. Hasso von Manteuffel, commandant la 5e armée Panzer, avait donné au 47e Panzerkorps du général des Panzertruppe Heinrich Freiherr von Luttwitz la responsabilité de capturer Bastogne avant de traverser la Meuse près de Namur. Les mathématiques de l'offensive semblaient simples. 7 routes majeures convergeaient vers Bastogne.
Contrôler ces routes, c'était contrôler tout le système de ravitaillement américain dans les Ardennes. Sans Bastogne, les Américains ne pouvaient pas déplacer des renforts, ne pouvaient pas ravitailler leurs forces, ne pouvaient pas monter de contre-offensive. Le plan d'attaque allemand était ambitieux, mais réalisable, du moins c'est ce qu'il semblait. Luttwitz planifiait d'attaquer sur un front de 11 km avec 3 divisions. La 26e Volksgrenadier et la 2e Panzer mèneraient l'assaut avec la Panzerlehr Division derrière elles. C'étaient des formations expérimentées, vétérans de multiples campagnes, équipés de certains des meilleurs chars et canons d'assaut restants de l'Allemagne. La 26e Volksgrenadier Division avançait avec une détermination particulière. Son bataillon anti-chars, Panzerjäger, avait son effectif complet de 14 chasseurs de chars traqués Hetzer et 42 canons anti-chars de 75 mm, faisant de la 26e l'une des unités Volksgrenadier les mieux équipées des Ardennes. Ils étaient prêts pour les blindés américains, prêts pour les contre-attaques désespérées, prêts pour tout, sauf pour ce qu'ils rencontreraient réellement. Mais les premiers signes de quelque chose de différent apparurent alors qu'ils approchaient de Bastogne. Les Américains ne se retiraient pas simplement en désordre. Ils se repliaient de manière organisée, détruisant les ponts, établissant des barrages routiers, faisant payer aux Allemands chaque kilomètre. Des unités telles que le CCB de la 10e division blindée retinrent les Allemands assez longtemps pour que les éléments de tête de la 101e division aéroportée arrivent à Bastogne, à peine 4 heures avant les forces allemandes de tête. La 101e aéroportée, les Screaming Eagles, se reposait à Reims, en France, quand l'offensive allemande commença. En quelques heures, ils furent chargés dans des camions et foncèrent à travers la nuit vers Bastogne. Ils arrivèrent épuisés, sous-équipés pour la guerre hivernale, et immédiatement jetés dans des positions défensives. Pourtant, ils arrivèrent à temps, et cela ferait toute la différence. L'encerclement. Au 20 décembre, les forces allemandes avaient réussi à encercler Bastogne. Les 7 autoroutes menant à Bastogne étaient coupées par les forces allemandes à midi le 21 décembre. Et à la nuit tombée, l'agglomération des forces aéroportées et d'infanterie blindée était reconnue par les deux camps comme étant encerclée. Le piège s'était refermé. À l'intérieur se trouvaient des éléments de la 101e division aéroportée, du combat commande B, de la 10e division blindée, du 705e bataillon de chasseurs de chars et de diverses autres unités, environ 22 000 hommes au total. Les soldats américains étaient en infériorité numérique d'environ 5 contre 1 et manquaient d'équipement pour le froid, de munitions, de nourriture, de fournitures médicales et de leadership senior, car de nombreux officiers supérieurs, y compris le commandant de la 101e, le major général Maxwell Taylor, étaient ailleurs. De la perspective allemande, c'était Stalingrad à l'envers. Maintenant, c'étaient les Américains qui étaient piégés, coupés, condamnés à se rendre ou à mourir. Le général der Panzertruppe Heinrich Freiherr von Luttwitz, commandant le 47e Panzerkorps, était suprêmement confiant. Il avait été en France en 1940 quand le corps expéditionnaire britannique fut piégé à Dunkerque. Il avait vu ce qui arrivait aux forces encerclées. Elles dépérissaient. Leur morale s'effondrait, elles se rendaient. Les Américains à Bastogne avaient peut-être 3 jours de munitions, peut-être 4 jours de nourriture s'ils rationnaient soigneusement. Le rude temps hivernal, les températures tombant à moins 10 degrés Celsius, ferait la moitié du travail pour lui. La confiance était si élevée que les 2 divisions Panzer du 47e Panzerkorps, après avoir utilisé leur mobilité pour isoler Bastogne, continuèrent leur mission vers la Meuse le 22 décembre, plutôt que d'attaquer Bastogne avec une seule grande force. Ils ne laissèrent qu'un seul régiment pour aider la 26e Volksgrenadier Division à capturer le carrefour. Pourquoi gaspiller de précieux chars et du carburant sur une ville qui tomberait de faim et de froid? L'objectif principal était Anvers. Bastogne n'était qu'un obstacle ennuyeux qui se réglerait de lui-même. L'arme météo. Du 16 au 22 décembre, le temps avait été le plus grand allié de l'Allemagne. Les nuages bas, le brouillard givrant et la neige avaient cloué au sol les redoutées forces aériennes alliées. Les Allemands profitèrent également de conditions météorologiques
très nuageuses qui clouèrent au sol les forces aériennes supérieures des Alliés pour une période prolongée. Pour la première fois depuis la Normandie, les forces allemandes pouvaient se déplacer en plein jour sans crainte des chasseurs bombardiers. Elles pouvaient concentrer leurs forces sans être repérées par les avions de reconnaissance. Elles pouvaient attaquer sans faire face aux bombardements en tapis dévastateurs qui avaient détruit tant de formations allemandes en France. À l'intérieur de Bastogne, la situation devenait de plus en plus désespérée avec chaque jour qui passait. Certains canons n'avaient plus d'obus explosifs et d'autres n'en avaient qu'une demi-douzaine environ. Les rations étaient totalement épuisées. Les défenseurs en étaient réduits à récupérer des fournitures sur des véhicules détruits et des dépôts abandonnés. Les fournitures médicales étaient très faibles. Des hommes blessés mouraient de blessures qui auraient été survivables avec un traitement approprié. L'ultimatum. Le 22 décembre, certains de la victoire imminente, les Allemands envoyèrent leur demande de reddition. La scène était presque théâtrale dans sa formalité. Le 22 décembre 1944, vers 11h30 du matin, un groupe de 4 soldats allemands agitant 2 drapeaux blancs approcha les lignes américaines en utilisant la route d'Arlon depuis la direction de Remochamp, au sud de Bastogne. L'officier supérieur était un major Wagner du 47e Panzerkorps. L'officier subalterne, le lieutenant Helmut Henke de la section des opérations de la Panzerlehr, portait une mallette sous le bras. Ils avaient même apporté des bandeaux, confiants d'être conduits au commandant américain pour discuter des termes de reddition. L'ultimatum était tapé en anglais et en allemand, formel et menaçant. La fortune de la guerre change. Cette fois, les forces des USA dans et près de Bastogne ont été encerclées par de fortes unités blindées allemandes. D'autres unités blindées allemandes ont traversé la rivière Ourthe, près d'Orteville, ont pris marche et atteint Saint-Hubert en passant par Hôtel de la Crête. Le message continuait en exigeant une reddition honorable dans les 2 heures, menaçant d'une annihilation totale en cas de refus. De la perspective allemande, ils étaient généreux, offrant aux Américains une chance d'éviter un massacre inutile. Quand la réponse américaine arriva, un seul mot, « Nuts », des clous, le commandement allemand fut véritablement perplexe. McAuliffe répondit reportedly avec la déclaration cryptique « Nuts », une réponse qui quelque peu dérouta les Allemands au début. Le lieutenant Henke dut se la faire expliquer par le colonel Harper. Si vous ne comprenez pas ce que « nuts » signifie en anglais simple, c'est la même chose que « aller au diable ». De retour au quartier général allemand, la réponse causa consternation. Aucune force encerclée n'avait jamais répondu de manière si méprisante à une demande de reddition. Le général-major Cocotte fut, dit-on, stupéfait. Dans les interrogatoires d'après-guerre, il révélerait « Nous avons offert des conditions honorables. Nous les avions encerclés 5 contre 1. Aucun ravitaillement ne pouvait les atteindre. Refuser semblait non pas courageux mais insensé. » Le matin clair. Le 23 décembre 1944 se leva avec quelque chose que les Allemands n'avaient pas vu depuis une semaine, un ciel dégagé. Le 23 décembre, les conditions météorologiques commencèrent à s'améliorer, permettant aux forces aériennes alliées d'attaquer. Les soldats allemands émergèrent de leurs trous de combat gelés, reconnaissant pour le soleil qui pourrait réchauffer leurs membres gelés. Beaucoup avaient passé la nuit dans des températures bien en dessous de 0, les pieds engourdis, les armes gelées. Puis ils l'entendirent, un bourdonnement lointain qui devint progressivement plus fort, faisant écho dans les collines entourant Bastogne. À 6h45 du matin le 23 décembre, les avions transportant les 2 Stick Pathfinder décollèrent de Chalgrove en direction de la Belgique. C'étaient les éléments de tête, les guides qui marqueraient les zones de largage pour la force principale. Ils sautèrent à 9h35, rapidement capturés par les forces américaines et précipitamment conduits pour installer leur équipement. À 11h50 le 23, des hommes tout le long du front virent les avions arriver. C'était le spectacle le plus réconfortant de tout le siège. Pour les Américains, c'était le salut. Pour les Allemands, c'était le début de la compréhension de leur terrible erreur de calcul. La force principale apparut à 11h50. 241 avions C-47, volant en formation parfaite à peine à 300 mètres d'altitude.
Ils arrivèrent et par vagues, chaque groupe d'avions libérant sa cargaison en séquence, le ciel se remplissant de parachutes de différentes couleurs, chaque couleur indiquant des fournitures différentes. Le barrage de la Flak. Les équipages anti-aériens allemands se précipitèrent vers leurs canons. Les canons de 88 mm Flak, fierté de l'artillerie allemande, pivotèrent vers le ciel. Les canons automatiques de 20 mm commencèrent leur crépitement rapide. Les mitrailleuses ajoutèrent leur voix au crescendo. Le ciel se remplit de nuages noirs d'obus explosifs. Les tirs anti-aériens allemands éclataient tout autour de l'avion. Après un bang particulièrement fort, McNish et le sergent Mertz tressaillirent. Un trou dans le fuselage montrait qu'un obus ennemi était passé entre les deux hommes qui n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Les avions américains volèrent droit à travers le barrage, maintenant la formation avec une détermination presque suicidaire. 14 C-47 furent perdus en route ou au-dessus de la zone de largage, abattus ou si gravement endommagés qu'ils s'écrasèrent. Mais pour chaque avion qui tombait, 15 autres continuaient leur course, portes ouvertes, les ballots tombant dans le ciel de décembre. Les soldats allemands regardaient, incrédules, tandis que des avions endommagés, moteurs fumants, ailes déchirées par la Flak, maintenaient le cap assez longtemps pour larguer leurs fournitures avant de virer de bord ou de s'écraser. Un C-47, son ensemble de queues complètement englouti dans les flammes, vola directement au-dessus des positions allemandes, l'équipage poussant les ballots de ravitaillement jusqu'au tout dernier moment avant que l'avion ne pique vers la forêt. L'arithmétique de l'abondance. Ce qui suivit fut une leçon magistrale de logistique américaine qui brisa le moral allemand plus efficacement qu'un quelconque barrage d'artillerie. Les parachutes colorés descendirent comme une tempête de neige multicolore. Des milliers et des milliers d'entre eux dérivant vers les champs enneigés autour de Bastogne. La vue des parachutes de ravitaillement colorés descendant réjouit le cœur des parachutistes. Mais pour chaque cœur américain qui s'élevait, un cœur allemand s'enfonçait. Ce n'était pas le dernier souffle désespéré d'une force encerclée. C'était l'opération routinière d'une machine militaire aux ressources illimitées. Les officiers du renseignement allemand tentèrent frénétiquement de compter et de catégoriser ce qui était livré. Parachutes rouges, obus d'artillerie, obus de mortier, munitions d'armes légères, parachutes bleus, fournitures médicales, équipement chirurgical, plasma, morphine, parachute jaune, caration, dération, nourriture en conserve, parachute blanc, couverture, vêtements d'hiver, bottes, gants, parachute vert, équipement radio, piles, fourniture de signalisation, parachute orange, essence en bidon de 5 gallons. À la fin de la journée, le bataillon avait 528 carations sous la main ainsi que 250 gallons d'essence. L'approvisionnement en munitions à la fin de la journée était HE 286, BEP 177 et AT 201. Et ce n'était que ce qu'un seul bataillon rapportait. Multipliez cela par toutes les unités à Bastogne et l'échelle devient stupéfiante. Les vagues continuent, mais le largage du matin n'était que le début. Tout au long du 23 décembre, des missions supplémentaires arrivèrent. À 14 heures, une autre vague apparut. Cette fois-ci, incluant des planeurs remorqués par des C-47 transportant des fournitures plus lourdes qui ne pouvaient être parachutées. 92,4 tonnes, incluant 2975 gallons d'essence, furent livrés par planeur. Ces planeurs apportèrent des unités chirurgicales complètes, incluant des médecins, des infirmières et du matériel d'opération. Ils apportèrent des jeeps, du matériel de communication et même des pièces d'artillerie de remplacement. Un planeur transportait rien que du sang entier pour les transfusions, un luxe médical que l'armée allemande ne pouvait fournir même à ses officiers les plus hauts gradés. Les officiers médicaux allemands, observant aux jumelles, étaient stupéfaits. Alors qu'ils traitaient les blessés avec des bandages en papier et de la suture, réduits à opérer sans anesthésie, les Américains faisaient voler du sang réfrigéré, de la pénicilline et des équipes chirurgicales. L'écart des capacités médicales seul était suffisant pour démoraliser tout observateur. En fin d'après-midi, les équipes Pathfinder avaient marqué de multiples zones de largage et les avions de ravitaillement arrivaient avec une régularité d'horlogerie.
L'artillerie tirait une partie des munitions de ravitaillement sur l'ennemi avant que la zone de largage n'ait été dégagée. Les artilleurs américains tiraient littéralement des obus qui flottaient quelques minutes plus tôt sur des parachutes. Les chasseurs bombardiers arrivent. Comme si l'armada de transport n'était pas assez démoralisante, le temps clair apporta quelque chose de pire encore, le retour de la supériorité aérienne américaine sous sa forme la plus terrifiante. Les P-47 Thunderbolt commencèrent à attaquer les troupes allemandes sur les routes. Les Thunderbolt arrivaient bas et vite, leurs 8 mitrailleuses de calibre 50 crépitant, des roquettes hurlant sous leurs ailes. Ils chassaient tout ce qui bougeait. Camions de ravitaillement, artillerie hippomobile, véhicules individuels, même de petits groupes de soldats. Chaque route devenait un piège mortel. Chaque mouvement en plein jour invitait à la destruction. Les forces allemandes, qui s'étaient déplacées librement pendant une semaine, étaient soudainement paralysées. Les colonnes de ravitaillement qui se dirigeaient vers le front étaient prises à découvert et systématiquement détruites. L'impact psychologique fut immédiat et dévastateur. Après une semaine à avoir l'impression de gagner, les soldats allemands étaient brutalement rappelés à ce qu'ils avaient affronté en Normandie. Un ennemi avec une telle supériorité matérielle qu'il pouvait se permettre de chasser des véhicules individuels avec des avions. La démolition de l'espoir. À la nuit tombée du 23 décembre, la transformation psychologique parmi les assiégeants allemands était complète. Ils avaient été témoins non pas d'un simple parachutage de ravitaillement, mais d'une démonstration de supériorité industrielle et logistique écrasante qui défiait la compréhension. Les mathématiques étaient indéniables et déprimantes. Si l'Amérique pouvait se permettre de risquer des centaines d'avions et d'équipages pour ravitailler une seule division encerclée, quelles réserves devaient-ils avoir ? S'ils pouvaient livrer des centaines de tonnes de fournitures en coordination parfaite en quelques heures, quelle était leur véritable capacité industrielle? Le désastre de la veille de Noël. Le 24 décembre apporta de nouveau des nuages et de la neige, clouant au sol les massives flottes aériennes. Les commandants allemands espérèrent que cela pourrait restaurer leur avantage. La 26e VG reçut un régiment de panzergrenadiers de la 15e division panzergrenadiers la veille de Noël pour son assaut principal le lendemain. Ce serait leur dernière chance. Ils devaient prendre Bastogne avant que le temps ne se dégage à nouveau. Le plan allemand était ambitieux. Parce qu'elle manquait de troupes suffisantes et que celle de la 26e VG était près de l'épuisement, le 47e Panzer concentra son assaut sur plusieurs emplacements individuels du côté ouest du périmètre en séquence, plutôt que de lancer une attaque simultanée sur tous les côtés. Ils attaqueraient depuis le nord-ouest, espérant percer les lignes américaines supposément affaiblies. L'attaque commença dans l'obscurité précédant l'aube du matin de Noël. Dans les heures précédant l'aube du 25 décembre, jour de Noël, les Allemands lancèrent une seconde attaque tous azimuts, destinée à éliminer la poche de Bastogne. 18 chars, avec de l'infanterie de soutien, percèrent la mince ligne défensive du 327e Glider Infantry et commencèrent à avancer vers Emerul. Un moment, il sembla que les Allemands pourraient réussir. Les chars percèrent, l'infanterie se déversant par la brèche. Les soldats allemands avancèrent dans la neige, certains que cette fois, ils briseraient la défense américaine. Mais la réponse américaine fut féroce et soutenue par les munitions livrées juste 2 jours plus tôt. 2 chars réussirent à échapper au feu meurtrier du 463e, mais furent détruits par une force blindée déployée rapidement, envoyée par le quartier général de la division. Sur les 18 chars qui commencèrent l'assaut, aucun ne survécut à la journée. La percée. Le 26 décembre porta le coup final aux espoirs allemands. Le siège fut levé le 26 décembre quand une pointe de la 4e division blindée et d'autres éléments de la 3e armée du général George Patton ouvrirent un corridor vers Bastogne. Dans l'obscurité grandissante, juste après 17 heures le jour suivant, le 26 décembre, les premiers éléments du combat commande air de la 4e division blindée percèrent l'encerclement allemand depuis le sud et levèrent le siège. Les premiers chars américains à entrer dans Bastogne étaient du 37e Tank Bataillon, mené par le lieutenant-colonel Creighton Abrams, qui commanderait plus tard toutes les forces US au Vietnam.
Ils trouvèrent les défenseurs épuisés mais invaincus, ravitaillés par air, confiants dans la victoire. La réalité statistique. Les chiffres racontent l'histoire plus crûment qu'aucun récit personnel. Selon les archives de l'US Army, pendant le siège de Bastogne, 120,7 tonnes de fournitures et d'équipements, incluant 4900 gallons d'essence, furent parachutés à la 101e aéroportée et 92,4 tonnes, incluant 2975 gallons d'essence, furent livrés par planeur. En décomposant par jour 23 décembre, 240 et un C-47 dans le largage principal, plus d'émissions supplémentaires. 24 décembre, opération limitée à cause du temps. 25 décembre, le temps empêcha les opérations majeures. 26 à 27 décembre, ravitaillement continu même après l'établissement de la liaison terrestre. Au total, plus de 1113 tonnes de fournitures livrées par air, plus de 15 000 obus d'artillerie, près de 8 000 gallons d'essence, des fournitures médicales pour les blessés, de la nourriture pour 15 000 hommes, des vêtements d'hiver pour la garnison. Comparez cela aux capacités allemandes, forces allemandes autour de Bastogne, initialement 54 000 hommes. Forces américaines dans Bastogne, 22 000 hommes. Sortie d'avions allemands au-dessus de Bastogne, moins de 100. Sortie d'avions américains, plus de 2000. Fournitures allemandes livrées par air, 0. L'évaluation professionnelle, l'analyse d'après-guerre par des militaires professionnels allemands confirma ce que les soldats sur le terrain avaient instinctivement compris. Le général der Panzertruppe Hasso von Manteuffel, qui commanda la 5e armée Panzer pendant l'offensive, réfléchit à la bataille dans ses écrits d'après-guerre, paraphrasés de diverses interviews et mémoires. L'essence de son évaluation était que Bastogne démontra que les Américains avaient résolu le problème fondamental de la guerre moderne, la logistique. Ils pouvaient ravitailler des forces encerclées par air plus efficacement que l'Allemagne ne pouvait ravitailler des forces avançant par la route. Quand le temps le permettait, leur supériorité matérielle était si écrasante que l'excellence tactique devenait irrelevant. Général-major Heinz Kokott, décrit par le colonel SLA Marshall comme un commandant timide, savant et digne qui ne hausse jamais la voix et semble tempéré dans ses actions et jugements, fournit peut-être l'évaluation la plus succincte dans son interrogatoire d'après-guerre. Son observation était claire. Quand ces avions de transport emplirent le ciel le 23 décembre, chaque soldat allemand qui les vit comprit qu'il ne combattait pas seulement une armée. Ils combattaient une civilisation industrielle entière et ils étaient armés de fusils et de chevaux. La rencontre avec Kinard fut un choc visible pour les commandants allemands. Cela leur semblait incroyable que ce soldat au visage juvénile ait été l'un de leurs principaux antagonistes. Quand Kokott rencontra le colonel Harry Kinard, qui avait été l'officier des opérations, G3, de la 101e pendant le siège, après la guerre, il fut stupéfait. Luttwitz dit « Êtes-vous certain qu'il était chef des opérations ? N'est-il pas possible qu'il n'était chef que pour un seul régiment ?» L'impact plus large. L'impact psychologique du ravitaillement aérien de Bastogne se répandit rapidement à travers les rangs allemands dans toute l'offensive des Ardennes. Chaque unité avait des soldats qui l'avaient soit témoigné directement, soit entendu des récits détaillés de ceux qui l'avaient fait. L'histoire grandit avec chaque narration. Mais la vérité essentielle resta. L'Amérique possédait des ressources matérielles au-delà de la compréhension allemande. L'amère ironie. L'ironie la plus amère pour les forces allemandes fut qu'elles avaient créé les conditions mêmes de leur propre défaite psychologique. En encerclant Bastogne, elles avaient forcé les Américains à démontrer leur capacité de ravitaillement aérien. S'ils avaient contourné la ville comme initialement prévu, ils n'auraient peut-être jamais été témoins de cette démonstration de supériorité matérielle écrasante. Les batailles continuent. Après le 26 décembre, les opérations allemandes autour de Bastogne dégénérèrent en attaques désespérées et coûteuses qui n'aboutirent à rien. Hitler insistait toujours pour prendre Bastogne le plus rapidement possible. Il ne pouvait accepter qu'une force américaine encerclée et non seulement survécue, mais ait été ravitaillée si efficacement qu'elle était plus forte après le siège qu'avant. Le 29 décembre, Decca reçut comme renfort la première division SS Panzer de la 6e armée Panzer. D'autres divisions furent jetées dans la moulinette.
la 9e SS Panzer, la Führer Begleitbrigade, la 167e Volksgrenadier, toutes saignées à blanc contre des positions américaines maintenant renforcées et réapprovisionnées. La dernière attaque allemande majeure commença le 4 janvier et s'enlisa très rapidement. Les soldats allemands attaquèrent les mêmes positions encore et encore, n'atteignant rien mais ajoutant aux listes de pertes, la réalité industrielle qu'ils ont vue. Ce que les soldats allemands avaient vu n'était qu'une fraction de la capacité industrielle américaine. Ils ne savaient pas que le Douglas C-47 devint le pilier pour les largages aéroportés et fut utilisé dans ce rôle extensivement pour les opérations Overlord, Dragoon, Market Garden et Varsity. Plus de 10 000 C-47 furent produits pendant la guerre. Les usines américaines produisaient des avions à des rythmes que l'Allemagne ne pouvait égaler. Plus de 50 000 parachutistes furent largués par des C-47 pendant la guerre. La vindicte historique. L'histoire a validé l'impact psychologique du ravitaillement aérien de Bastogne sur les forces allemandes. Les historiens militaires le considèrent comme un moment charnière, non seulement dans la bataille des Ardennes, mais dans la démonstration de la futilité des opérations militaires conventionnelles contre une supériorité industrielle écrasante. L'histoire officielle de l'US Army note que les interrogatoires de prisonniers allemands après le 23 décembre montrèrent un changement marqué de ton. Avant le ravitaillement aérien, les Allemands capturés parlaient de revers temporaires et de victoires éventuelles. Après avoir été témoins de l'armada aérienne, ils ne parlèrent que de survie et d'espoir que la guerre se termine rapidement. Les pertes de la 101e division aéroportée du 19 décembre 1944 au 6 janvier 1945 furent de 340 et 1 tué, 1691 blessés et 516 disparus. Malgré être encerclée et en infériorité numérique de 5 contre 1, elle avait subi des pertes relativement légères, témoignage de l'efficacité du ravitaillement aérien pour maintenir sa capacité de combat. La leçon ultime, la 101e aéroportée ne se rendrait jamais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Leur nation pouvait les ravitailler à travers les airs eux-mêmes, transformant l'art ancien de la guerre de siège en une relique obsolète. Les soldats allemands, qui regardèrent ces 241 C-47 le 23 décembre 1944, plus les vagues continues d'avions de ravitaillement, furent témoins non seulement du secours de Bastogne, mais du futur de la guerre elle-même, un futur qui appartenait à la nation qui pouvait emplir le ciel d'avions aussi facilement que l'Allemagne pouvait emplir un champ de soldats. Ils avaient vu l'arithmétique de l'abondance américaine, et dans ces nombres était écrit le chapitre final du Troisième Reich. La guerre continuerait pendant encore 5 mois. Mais pour ceux qui virent le ciel au-dessus de Bastogne se remplir d'avions américains, elle s'était terminée par ce matin de décembre clair, quand ils réalisèrent que la 101e ne se rendrait jamais. Non pas parce qu'ils étaient plus courageux ou de meilleurs soldats, mais parce que leur nation ne les laisserait jamais échouer. Les avions au-dessus de Bastogne ne ravitaillèrent pas seulement la 101e aéroportée. Ils brisèrent les dernières illusions de la victoire allemande et écrivirent dans le ciel la vérité finale de la Seconde Guerre mondiale. L'arsenal de l'Amérique était vaste, sa résolution inébranlable et sa victoire certaine. Les soldats allemands qui furent témoins de cette armada aérienne surent avec une certitude absolue ce que leur leader nierait pendant encore 4 mois. La guerre était terminée et l'Amérique l'avait gagnée dans les cieux au-dessus d'une petite ville belge par un matin de décembre clair où le monde entier pouvait voir que la 101e ne se rendrait jamais. Note. Certaines perspectives de soldats allemands dans ce récit sont reconstruites à partir de positions d'unités documentées et de témoignages d'après-guerre, les journaux individuels de soldats du siège étant limités dans les archives historiques. Tous les événements majeurs, dates, statistiques et déclarations de commandants proviennent de sources historiques documentées.